Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Poussée complotiste ou symptôme profond d'une fracture française que certains refusent de regarder en face. Depuis le 15 novembre, la Guadeloupe est en proie au chaos, aux prises avec un vaste mouvement de contestation. Un mouvement qui, s'il s'est cristallisé autour de l'obligation vaccinale des soignants, se nourrit d'un malaise social profondément ancré sur fond de difficultés économiques, de scandales sanitaires et de défaillances à répétition des pouvoirs publics. Alors, que se passe-t-il exactement en Guadeloupe ? L'État peut-il espérer y rétablir l'ordre de manière durable ou trop de manquements à ses devoirs ont-ils eu raison du contrat social ? Les spécificités de ce département peuvent-elles nous éclairer sur les difficultés actuelles et à venir de la France entière ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Il faut dire que ce qui a mis le feu aux poudres, ça a été la déclaration de Macron le 12 juillet parlant d'obligations vaccinales et surtout les sanctions, c'est-à-dire suspension de salaire, de contrat de travail, de toute allocation, de tout revenu. Ça, c'était une véritable déclaration de guerre. En fait, au mois de mars, il avait dit on faisait la guerre au virus, mais là, c'est une véritable déclaration de guerre aux travailleurs. Jusqu'à présent, ce sont des milliers de Guadeloupéens qui ont mis à la rue. Ce sont des milliers de familles guadeloupéennes désormais qui sont dans une situation très précaire. Et avec ça, en suspendant l'ensemble du personnel soignant, c'est les services entiers qui ne fonctionnent pas. Donc depuis septembre, on dit que le peuple est en danger parce qu'il n'a pas la possibilité de se faire soigner. Voilà la violence. Alors même que l'île a un taux de chômage toujours très haut, 19,3%, plus du double du niveau national. Sur l'île, 50 000 personnes ne trouvent pas de travail. On est sur une situation économique extrêmement dégradée depuis plusieurs années et on peut dire que c'est la petite goutte qui est venue faire déborder le vase. Les manifestants protestent contre l'obligation vaccinale, mais c'est l'administration entière de l'île qu'ils critiquent. Pauvreté, chômage élevé, accès limité à l'eau potable. Mesdames et messieurs, la situation que connaît la Guadeloupe depuis quelques jours est d'une particulière gravité. C'est une petite minorité violente qui dévalise les magasins, qui barre les routes, qui rançonne les automobilistes, qui empêche des personnes malades d'accéder à des soins parfois vitaux et qui va même jusqu'à tirer sur les forces de l'ordre. Peu après minuit, ils sont une trentaine à piller ce petit centre commercial. Depuis leur balcon, les habitants ont aussi entendu des coups de feu. Et nous rappellerons à M. Castex que depuis juillet, il y a des milliers de personnes qui manifestent. Depuis septembre, nous sommes en grève. Nous avons déposé des préavis de grève et déposé une plateforme de revendication au préfet. Nous n'avons jusqu'ici reçu aucune réponse. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que le fruit du mécontentement de la population et des travailleurs de Guadeloupe dû au pourrissement et au mutisme de l'État et des élus. En fin de journée, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, au sortir d'une cellule de crise, a annoncé l'arrivée ce soir des 200 policiers et gendarmes qu'il avait promis, ainsi que l'envoi entre demain et lundi de 50 membres du GIGN et du RAID. Entrez chez vous! Entrez chez vous, vite, voilà! On est là, on est chez nous! Nous envoyer 200 policiers et des gendarmes, non, on demande des moyens supplémentaires. On veut de la formation pour les jeunes, on veut des solutions. On ne demande pas à être matraqué. Je suis moi-même chef d'entreprise, j'ai des enfants. Vous croyez que moi j'ai envie de faire de la guerre avec des gars du GIGN ou du RAID ? Une situation quasi insurrectionnelle qui ne semble pas devoir s'apaiser pour le moment. Telle est, à l'heure où nous tournons cette vidéo, la réalité vécue par nos compatriotes guadeloupéens. Un simple appel à la grève, lancé il y a 10 jours par un collectif d'organisations syndicales, aura suffi à mener l'archipel à l'explosion. Au barrage routier dressé la journée par les citoyens en colère, ont vite succédé les émeutes nocturnes des bandes organisées, les incendies et les pillages. Une spirale de violence que l'envoi par le gouvernement de membres du GIGN, en renfort des unités de police et de gendarmerie présentes sur place, ne semble guère en mesure d'enrayer durablement, tant la tension est palpable dans le département d'Outre-mer.
Une situation de crise qui pourrait bien d'ailleurs s'étendre rapidement à la Martinique voisine pour des raisons similaires. Comment dès lors en sommes-nous arrivés à cette situation, celle d'un département français au bord de la rupture? À en croire la couverture médiatique des événements, tout serait lié au refus de l'obligation vaccinale des personnels soignants, quand bien même ces derniers seraient vaccinés à plus de 85%. Un refus qui serait donc l'apanage d'une petite minorité de la population, nourrie au complotisme sur les réseaux sociaux, plaçant sa liberté individuelle au-dessus de toute considération pour son prochain, et n'hésitant pas à terroriser les honnêtes gens sans raison valable. Une lecture de la situation reprise à son compte par l'exécutif jusqu'à Emmanuel Macron en personne qui appelait le 22 novembre à ne rien céder aux mensonges et à la manipulation. Notre priorité, c'est de continuer à convaincre que la vaccination est la meilleure protection et ne rien céder aux mensonges, au détournement d'informations et à la manipulation par certaines et certains de cette situation. Patrick, la Guadeloupe est le territoire français de tous les records dans la crise du Covid. Oui, avec la Martinique, la Guadeloupe est la région la moins vaccinée, celle où la 4e vague, celle du mois d'août, a été la plus violente et la plus meurtrière. Il y a aussi toute la désinformation véhiculée par les réseaux sociaux où les Antillais sont très actifs. Le recours à la pharmacopée locale qui fait partie de la culture antillaise. Les Guadeloupéens se sont rués il y a quelques mois sur l'herbe à pic. L'herbe à pic, en créole. Voilà, exact comme vous dites. Qu'importe aussi au passage, on nourrit ce complotisme que l'on prétend combattre en faisant miroiter, comme réponse aux caprices populaires, la promesse de vaccins sans ARN messager. Une lecture des événements en réalité bien confortable pour nos dirigeants, puisque permettant de délégitimer, à peu de frais, la contestation aux yeux du grand public, en la renvoyant à un délire d'antivax surexcité, prompt à dénoncer à tout va la dictature sanitaire. Ne reste plus alors qu'à relayer à outrance l'interview de quelques émeutiers, particulièrement caricaturaux, à mettre l'accent sur certains faits bien réels de violence sur le personnel médical, pour construire le récit d'un pouvoir raisonnable, soucieux de la santé des citoyens, aux prises avec une foule excitée, crédule et instable, manipulée par quelques gourous sortis des tréfonds d'Internet. Jocelyn, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion qui se tient en ce moment autour de Jean Castex? Franchement, on n'attend pas grand-chose, d'accord. Sinon, vaccinez-vous, d'accord. Marchez, crevez, d'accord. Restez dans notre dictature sanitaire. Et pourtant, si ce récit sert un intérêt politique évident, il ne permet nullement de comprendre le réel. Car si le rejet des vaccins, ou simplement de ce vaccin, ou même du pass sanitaire était un motif suffisant de soulèvement, c'est la France entière, voire l'Europe tout entière, qui serait aujourd'hui à feu et à sang. Or, si les manifestations contre le pass sanitaire de l'été dernier ont été massives, à aucun moment elles n'ont produit un élan collectif à même d'inquiéter le pouvoir politique. Tout simplement parce que le peuple n'est pas l'entité crédule et instable que les élites politiques s'imaginent et qu'il ne cherche pas tous les prétextes possibles pour faire éclater sa colère. Quand la colère populaire éclate, n'importe quel événement, le plus dérisoire soit-il, peut certes servir de catalyseur, mais c'est toujours le résultat d'un malaise profond, latent, n'attendant jamais qu'une occasion de faire surface. Et si en Guadeloupe, la vaccination a servi d'élément déclencheur à la crise, c'est bien que cette dernière couve depuis des années, plus intensément encore que dans n'importe quel autre département français. Est-ce à dire que les problèmes que connaît la Guadeloupe sont radicalement différents de ceux rencontrés par le reste de la France? Pas vraiment. Simplement, ils sont exacerbés, plus prononcés, plus criants, avec cette légère différence que si, dans l'ensemble du pays, l'État remplit de moins en moins son rôle envers ses citoyens, en Outre-mer, cela n'a jamais vraiment été le cas. Au point que, par certains aspects, on pourrait se dire que l'archipel, véritable périphérie de la France périphérique, offre un aperçu réaliste de la France de demain, si toutefois la classe politique persiste à nous gouverner à vue, sans assumer ses responsabilités, sans vision pour la nation, et sans même le moindre sens de l'intérêt général ou du bien commun. Donc non, elle est tout sauf abandonnée. Après... Mais depuis 4 ans, qu'est-ce que vous avez apporté à la Guadeloupe? Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les mesures qui ont été prises? Beaucoup de choses. D'abord, comme je le disais précédemment, et moi je le dis en tant que personne d'origine corse et donc d'une origine insulaire, même si la Corse n'est évidemment pas comparable aux Outre-mer, c'est néanmoins un territoire qui est en dehors de l'Hexagone. Et donc moi, ce que je veux dire en tant que républicaine,
c'est que nous avons apporté d'abord les mêmes droits fondamentaux que ceux que nous avons apportés dans l'Hexagone. Et ça, c'est important. Il y a un taux de précarité en Guadeloupe très élevé, supérieur à la moyenne nationale. Et donc, toutes les mesures que nous avons prises, et je crois savoir que nous en parlerons tout à l'heure, elles ont bénéficié aussi à la Guadeloupe. Pour comprendre le problème, il s'agit, comme souvent, de partir des faits. En Guadeloupe, il est extrêmement difficile, plus encore que dans le reste de la France, de bien vivre de son travail. Déjà parce qu'il y a nettement moins d'emplois, pourvus ou à pourvoir, que d'habitants. Le taux de chômage y dépasse les 20% de la population active, un taux qui atteint même plus de 40% chez les moins de 30 ans. Tout simplement parce que rien n'a été fait pour développer dans l'archipel un tissu économique digne de ce nom, à même de répondre, au moins en partie, aux besoins de la population. L'emploi dépend essentiellement des secteurs du tourisme et des services. L'industrie est quasiment absente et l'agriculture, loin de permettre aux habitants l'autonomie alimentaire, est avant tout tournée vers l'exportation. Un non-sens à l'heure d'une compétition internationale qui ne permet plus aux producteurs de s'en sortir. Conséquence, la Guadeloupe manque de tout. Tous les biens manufacturés, mais également la majeure partie des denrées alimentaires, sont importés. Des importations plus de 10 fois supérieures aux exportations et un déficit commercial qui se creuse d'année en année. Une situation qui permet bien sûr aux industriels et aux grossistes internationaux de fixer leurs prix, bien plus élevés que dans le reste de la France, souvent prohibitifs au regard des salaires et du niveau de vie général. Des prix plus élevés de 16,2% par rapport à l'Hexagone, alors même que l'île a un taux de chômage toujours très haut. On a le problème de la vie chère. À titre d'exemple, en 10 mois, la bouteille de gaz a augmenté de 10 €. C'est tous les mois il faut acheter une bouteille de gaz. Donc c'est vrai que c'est un coût au niveau du porte-monnaie. Dès lors, les faibles revenus issus du tourisme ou d'emplois administratifs utilisés pour acheter des biens importés ne sont jamais réinjectés dans l'économie locale, retardant d'autant le développement d'une production endogène. Un cercle vicieux qui pousse les plus diplômés à partir, exactement comme les diplômés du reste de la France se retrouvent contraints de quitter les campagnes pour rejoindre les métropoles. Une émigration subie qui plombe le niveau de qualification de l'archipel tout en accélérant son dépeuplement et son vieillissement. Les étudiants aussi peinent à trouver du travail. Comme Olivier, un master de chimie en poche, après 10 ans en métropole, il est revenu en Guadeloupe pensant trouver un emploi. Je suis bardé de diplôme, mais pour moi, il n'y avait pas de problème. Donc ça va faire déjà 4 ans et j'ai un peu prospecté un peu partout et ça donne rien. Les patrons arrivent avec toute leur équipe de l'Europe et ils viennent directement. Donc tous les postes de direction que vous voyez, des trucs importants, ce seront des Européens qui l'ont. Eux assistent impuissants au départ des jeunes de leur commune. Quand j'étais adolescent, quittant l'école, il y avait plusieurs entreprises à Saint-Pierre. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Ils ne trouvent rien à la Martinique, il n'y a rien à la Martinique. Ils ont des diplômes, ils ne trouvent pas du travail. Face à cette saignée générationnelle, ils disent ne rien attendre de l'État. Est-ce que Monsieur le Président de la République cherche à s'occuper vraiment des habitants de DOM? Je ne crois pas. Dans moins de 10 ans, les plus de 65 ans représenteront 40% de la population. Un vieillissement accéléré causé par le départ massif des jeunes. Mais ce marasme économique, produit d'une absence de stratégie de développement de la part des pouvoirs publics, ne constitue pas l'ensemble du problème de la Guadeloupe. À cela s'ajoute une immigration haïtienne mal contrôlée, tirant encore à la baisse l'emploi et les salaires. Une population maîtrisant souvent très peu, voire pas du tout, le français, dont la misère vient nourrir une délinquance déjà endémique sur l'archipel, avec à la clé les tensions communautaires que l'on peut imaginer. Dans ce quartier typique de Pointe-à-Pitre, les habitants sont excédés par des nuisances qui deviennent difficilement vivables. Située sur la rue Vatable, cette habitante a pu constater une dégradation de la qualité de vie ici. Je suis née à la rue Vatable en 1964. Depuis quelques années, cette rue-là, ce quartier est devenu insupportable, désagréable, entre les musiques des Espagnols, le scandale tous les soirs des passants qui sont ivres en sortant chez les Espagnols. On ne peut pas dormir et ma maman a 86 ans, c'est pas facile pour elle le soir, elle passe pas mal de nuits blanches. Des nuisances sonores donc, couplées à un sentiment d'insécurité étroitement lié à un phénomène de prostitution, nuit et jour, dans la rue. Pour certains commerçants pointois, le déclin du quartier provoque une vive émotion. Ça fuit les clients parce que j'ai des clients qui sont partout, qui viennent de le quartier, et des fois quand ils viennent peut-être vers 19h, c'est moi qui dois les accompagner dans les voitures.
Avez-vous aujourd'hui clairement les moyens de faire régner l'ordre public ici en Guadeloupe? De toute façon, je veux dire clairement que 90, nous avions 150 fonctionnaires pour le maintien de l'ordre, la compagnie départementale d'intervention. Elle a été diminuée dans les années qui suivent, lorsque le ministre de l'Intérieur, M. Valls, elle a été diminuée divisée par 3. Donc aujourd'hui, on est à 50. Donc forcément, il manque des effectifs. Il manque des effectifs pour pouvoir maintenir ce niveau de sécurité correct dans ce département. Et ce n'est pas faute de ne pas le dire. Et donc là, aujourd'hui, cette situation montre clairement les difficultés que mettent en avant, mais en exergue les difficultés que nous rencontrons. Surtout, tout cela pourrait être plus facilement absorbé, sans un sous-investissement chronique dans l'ensemble des services publics. L'éducation, bien sûr, pourtant véritable enjeu dans un département où l'analphabétisme crève le plafond, mais aussi la sécurité des citoyens, préoccupation majeure s'il en est, ou encore la santé, la Guadeloupe faisant partie des premiers déserts médicaux de France. Alors, même si vous ne vivez pas en Guadeloupe, il y a de fortes chances que l'énoncé de ces problèmes résonne à vos oreilles d'une manière familière. En effet, que l'on parle de l'économie, perçue par la classe politique comme une sphère coupée du reste de la société, qu'il conviendrait de laisser s'autoréguler, même si cela implique la destruction de nos emplois et de notre capacité à produire, ou des services essentiels laissés à l'abandon pour économiser des bouts de chandelle, au mépris d'une population que l'on ne croise de toute façon jamais dès lors que l'on évolue dans l'entre-soi des salons parisiens, il semble bien qu'il y ait là une continuité entre le traitement subi par les Guadeloupéens et celui que la France entière connaît depuis maintenant plusieurs décennies. Simplement, en Guadeloupe, les choses vont plus loin, avec par exemple un réseau d'assainissement et de distribution d'eau qui n'a pas été rénové depuis une 50aine d'années. En conséquence de quoi, les coupures d'eau potable sont monnaie courante dans les campagnes. Le réseau d'eau potable est vétuste, mal entretenu depuis des années. Il y a des milliers de fuites. 60% de l'eau qui transite par ces tuyaux est perdue avant d'atteindre les habitations. Résultat, certains quartiers n'ont que très rarement accès à l'eau courante. Une crise interminable ponctuée de fuites et de coupures sur le réseau. En 2018, un plan d'urgence sur 2 ans a pourtant été signé à hauteur de 71 millions d'euros. Un premier pas insuffisant. Les autorités locales estiment les besoins à 800 millions d'euros. Quant à la confiance envers la classe politique, elle semble avoir été durement impactée par le scandale du chlordécone, un insecticide utilisé dans les bananeraies depuis les années 70 et retiré du marché en 1990 car suspecté de provoquer de graves maladies, telles que le cancer de la prostate, chez les personnes ayant été à son contact. Pourtant, en ce qui concerne la Guadeloupe, le chlordécone continuait d'être utilisé 3 ans après son retrait, politiciens locaux et nationaux s'étant entendus sur une dérogation afin de permettre aux industriels d'écouler leur stock. Plus de 10 ans plus tard, on retrouvait encore des traces de chlordécone dans l'eau, avec des risques de séquelles sur l'ensemble de la population, exposée malgré elle à ce puissant perturbateur endocrinien. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on se rend compte que ce pesticide va rester présent dans nos sols pendant plusieurs centaines d'années. Et que dans le sang de tout Martiniquais, de tout Guadeloupéen, il y a aujourd'hui des limites parfois extrêmement élevées de chlordécone qui se transmettent de la mère à l'enfant et qui sont aujourd'hui potentiellement accusés de maladies graves, de dysfonctionnement thyroïdien, jusqu'au cancer de la prostate que l'on trouve dans des proportions extrêmement considérables chez nous. La dangerosité supplémentaire d'un produit comme le chlordécone, c'est que la rémanence dans les sols s'évalue en centaines d'années. Voici ce que les autorités sanitaires disaient à la population. On a trace de ces alors on n'a pas de traces que ce soit de produits toxiques, de métaux lourds ou de pesticides. C'est un empoisonnement beaucoup plus grave que l'affaire du sang contaminé puisque c'est une population entière qu'on a empoisonnée. Pourquoi le CRAN a-t-il déposé une plainte contre X ? Tout simplement parce qu'on se pose des questions sur la disparition de documents essentiels à la compréhension du dossier. On a découvert, grâce aux travaux de la commission parlementaire, que depuis 2005, le ministère de l'Agriculture savait que ces documents manquaient et n'avait rien fait. Aujourd'hui, les pouvoirs publics refusent toujours de généraliser à l'ensemble des Guadeloupéens les tests gratuits de détection du chlordécone dans le sang, réservant ces tests à un tout petit nombre d'individus.
Dans ces conditions, on comprend mieux que ces mêmes pouvoirs publics aient du mal à imposer l'idée d'un vaccin supposément distribué pour la santé des habitants, alors même que toutes les décisions prises dans le dossier du chlordécone montrent au mieux une indifférence absolue envers les enjeux de santé publique. Alors pourquoi aujourd'hui la Guadeloupe est-elle au bord de la rupture ? Tout simplement parce que pendant des décennies, l'État français n'a pas rempli ses obligations envers la population. Il a laissé l'économie péricliter, les services essentiels disparaître, l'insécurité se généraliser. Ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais il faut savoir qu'on avait mis en place un accord en 2009, l'accord Binot et l'accord du 4 mars, qui normalement était censé régler tous les problèmes en Guadeloupe d'ordre social, économique et politique, mais rien n'a été respecté. Donc aujourd'hui, la situation a empiré. La situation a empiré et c'est normal que finalement on aboutisse à cette situation de révolte. Les gens n'en peuvent plus, les gens sont en colère et les gens n'en peuvent plus. Ils ont tout cassé, ils ont tout bousillé. Et je pense qu'ils cherchaient de l'argent, ils n'ont pas pu puisque le coffre-fort de la Brine c'est quand même sécurisé. Donc du coup, par méchanceté, ils ont cassé les télés, ils ont cassé les appareils, ils ont tout cassé, tout est à refaire. En fait, on est livré à nous-mêmes puisque la police, ils sont impuissants face à tout ça. Est-ce vrai en même temps? Peut-être c'est voulu de la part de l'État de nous laisser nous entretuer entre nous. D'accord? C'est le sentiment que vous avez? Oui, c'est le sentiment, puisque comment ça se fait? On est là depuis 5 h du matin, on n'a vu aucun policier. On a appelé, ils nous ont dit qu'ils sont au courant, il faut venir déposer plainte. Comment est-ce normal? Qui vient prendre des photos? Qui vient constater les dégâts? Vous trouvez ça normal? Effectivement, même sur le Super U, en fait, effectivement, il n'y a pas de policiers. Non, il n'y a pas de policiers. Il n'y a pas de policiers. On les a vus passer dans la rue, mais personne ne s'est arrêté pour nous demander comment ça se passe. Rien. En République, les individus ont des devoirs, mais les pouvoirs publics en ont aussi. Et en premier lieu, celui d'assurer la protection, qu'elle soit physique ou sociale, de ses citoyens, et de leur permettre de vivre dignement des fruits de leur travail. En Guadeloupe, ce devoir n'est clairement plus rempli depuis longtemps, et l'exécutif a cru que malgré cela, il pouvait exiger des gens un nouvel effort, celui de la vaccination obligatoire. Mais le consentement des gens n'est jamais acquis, il se mérite. Et quand un État perd le consentement général, alors le contrat social est brisé. On peut s'en réjouir, on peut le déplorer, mais il ne sert à rien de le nier. Et quand le contrat social est brisé, soit d'autres personnes en proposent un nouveau et peuvent alors prétendre se substituer aux anciennes élites et instaurer un nouvel ordre politique et social, soit rien de nouveau n'émerge, et alors la colère trouve son aboutissement dans des émeutes ponctuelles, de plus en plus violentes, de plus en plus régulières, pouvant éclater à tout moment. C'est actuellement à un événement de ce type que l'on assiste en Guadeloupe. Dès lors, l'exécutif peut bien envoyer le GIGN pour rétablir ponctuellement l'ordre. La Guadeloupe restera un volcan, pouvant à nouveau entrer en éruption à tout moment. Encore une fois, une simple constatation, n'ayant rien de réjouissant, car les gens ordinaires sont toujours les premiers à en subir les conséquences. Surtout, le phénomène pourrait bien un jour gagner la France entière, alors que les politiques publiques nous conduisent à marche forcée sur la voie de la guadeloupisation. Guadeloupisation d'autant plus difficile à supporter que la France et les Français se rappellent d'une période pas si lointaine où ils pouvaient vivre de leur travail dans des conditions meilleures qu'aujourd'hui. Dans ces conditions, continuer une politique hors sol, déconnectée des problèmes de la France réelle, ne peut que mener au chaos généralisé. À ce jeu-là, tout le monde risque bien d'être perdant. À la classe politique et à ceux qui l'entretiennent de se demander désormais si c'est bien là ce qu'ils souhaitent. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'y voir plus clair sur ce qui se passe actuellement en Guadeloupe. Comme toujours dans ce genre de cas, on entend beaucoup de contre-vérités dans les médias qui se focalisent souvent sur les aspects les moins intéressants des événements. Il ne faut pas s'y tromper, le but alors c'est que l'on ne comprenne rien à ce qui est en train de se passer, que pour nous ce ne soit qu'une succession de faits divers, là où, on ne le dira jamais assez, les faits ont un sens. Ici, au fil d'actu, on ne vous dira pas si les émeutiers sont des gentils ou des méchants. Comme pour les gilets jaunes il y a 3 ans, ce qui compte avant tout pour nous, en tant que médias d'analyse, c'est ce que cette situation dit du pays, de ses problèmes, et éventuellement de ce qui manque en termes de propositions pour espérer les résoudre.
Alors évidemment, on peut se tromper dans notre analyse, et d'ailleurs si vous-même vous êtes en Guadeloupe, ou que vous avez des proches là-bas, ou que vous avez des éléments de compréhension supplémentaires à nous fournir, n'hésitez pas à le faire en commentaire sous cette vidéo. Ça permettra de l'enrichir et éventuellement de corriger certaines erreurs qu'on aurait pu faire. Et dans tous les cas, si vous trouvez que notre travail apporte un éclairage intéressant, n'hésitez bien sûr pas à le partager autour de vous et à montrer cette vidéo à vos proches. Par ailleurs, si notre travail vous intéresse, que vous le jugez utile au débat public et que vous pensez qu'il vaut la peine d'être soutenu, on vous invite à le financer à hauteur de quelques euros par mois sur notre page Tipeee, dont le lien se trouve en description de la vidéo. Aujourd'hui, le Fil d'Actu, c'est un média 100% indépendant, et ça, c'est grâce à vous, les tipeurs, qui nous permettez de le faire vivre, de faire ce travail sans avoir à nous vendre à des producteurs ou à des annonceurs publicitaires, et donc de conserver une liberté totale en matière éditoriale. Donc, merci à chacun d'entre vous de rendre ça possible. Et si vous aussi, vous souhaitez contribuer à l'aventure, vous pouvez rejoindre la communauté des tipeurs. Ça se passe sur notre page Tipeee, en description de la vidéo. Merci d'avance et bienvenue. Pour le reste, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu et à échanger dans les commentaires, ça fait plaisir, ça donne de la visibilité. C'est toujours intéressant de vous lire en plus. Surtout, encore une fois, si vous êtes sur place et que vous avez des informations de premier ordre à partager. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information.